Jean-Louis, on est en direct. Parfait. Voilà, sur le live de la FFVE. Bonsoir. Donc, ravi qu'on puisse discuter de tout ça parce que je pense que, sincèrement, la carte grise de collection et la carte grise normale pour les voitures de collection, c'est un sujet qui intéresse, par définition, tous les collectionneurs. Et moi, j'ai entendu et j'entends beaucoup de choses à ce sujet-là, sachant que je suis bien sûr collectionneur moi-même, vous en doutez un petit peu, et que j'ai un certain nombre de véhicules qui sont en carte grise normale et d'autres qui sont en carte grise de collection. J'avoue très franchement que quand de temps en temps je me dis tiens, aujourd'hui je sortirais bien avec celle-là, je ne fais pas forcément attention de savoir si elle est en carte grise normale ou en carte grise de collection. Bon, ce qui est important je pense, parce que moi j'entends beaucoup dire sur la carte grise de collection des tas de choses, positives ou négatives, de gens qui sont peut-être restés sur des idées déjà assez anciennes de la carte grise. Moi je me souviens de l'époque qui est quand même déjà un peu lointaine, où il fallait, pour rouler entre guillemets en carte grise de collection, remplir le fameux carnet à souche, ne pas sortir du département limitrophe du département principal. Ça c'est fini. Je ne l'ai jamais rempli le carnet. Oui, c'est fini, moi non plus. D'ailleurs, je l'en ai gardé un en collector chez moi. Donc ça, c'est un truc qui est terminé depuis longtemps, et donc il faut que les gens le sachent, évidemment. Aujourd'hui, la carte grise de collection, c'est une catégorie qui est parallèle à la carte grise normale, sachant qu'il n'y a aucune obligation d'être dans l'un ou dans l'autre. Et c'est important, je pense, de le rappeler, c'est un choix totalement libre. Totalement. On fait ce qu'on veut. Bien sûr. Voilà. Donc c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que... voilà. Donc ça, c'est un détail qui, moi, me semble important en tant que collectionneur. Ensuite, je pense que ce qui peut être intéressant de dire par rapport à la carte grise de collection, c'est qu'elle a finalement, bien sûr, plutôt des avantages, quelques inconvénients, mais plutôt des avantages, et que je pense que le législateur, c'est en clair l'État, a, notamment grâce à la FFVE, décidé depuis longtemps que soit on restait en carte grise normale comme un véhicule normal, c'est-à-dire dans la même catégorie que tous les véhicules, ou qu'on peut prendre cette option de devenir un véhicule de collection au-delà de 30 ans. Pour résumer la situation tout de suite et planter le décor, quand on est en carte grise de collection, il y a quand même une information que peu de gens savent, et je pense qu'il faut le dire parce que c'est extrêmement important. La carte grise de collection est réversible. Moi, j'avoue très franchement, j'ai plein d'amis qui, jusqu'à ce que je leur en parle ces dernières semaines, me disaient oui, on ne sait pas que la carte grise de collection est réversible. Elle l'est. Ça, c'est une information qui, pour moi, est fondamentale. Et en fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur la carte grise de collection et beaucoup de fausses idées reçues. Je vais en citer 4. La première, c'est que la carte grise n'est pas réversible. La certificat d'immatriculation de collection n'est pas réversible. Il est réversible. Il est réversible pour tous les véhicules qui ont été homologués en France et qui peuvent, sur simple demande, reprendre le statut de carte grise normale. D'accord. Donc, c'est réversible. Ce n'est pas réversible pour les véhicules qui n'ont pas été homologués en France et qui doivent passer par réception à titre individuel. Mais ceux qui ont été homologués en France, qu'ils aient été importés ou pas, qu'ils soient des véhicules étrangers ou pas, la certificat d'immatriculation de la version est réversible. Ça, c'est la première fausse idée reçue. Ah oui, ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. La deuxième fausse idée reçue, c'est la valeur. Pendant longtemps, les collectionneurs ont eu peur qu'en passant en collection, ils perdaient de la valeur. Oui, ça donnait moins de value. Mais j'ai entendu parler de ça il y a 10-15 ans. Je crois que c'est faux, et je suis persuadé que c'est l'inverse, et que ça va être de plus en plus l'inverse. Parce que quand vous restez en certificat normal, eh bien vous allez être pris de plus en plus dans des contraintes de circulation, dans des contraintes techniques de contrôle, et ça va être de plus en plus difficile. Par contre, grâce à tout ce que le certificat d'immatriculation de collection permet aujourd'hui, je suis persuadé que la valeur des véhicules en certificat d'immatriculation de collection va être supérieure à celle des véhicules en certificat normal. J'en suis sûr. Alors, ce n'était pas le cas précédemment. Oui, précédemment, il y avait une crainte. C'est vrai, effectivement. Mais c'est vraiment, il n'y a aucune raison qu'elle subsiste. Le troisième point, la troisième fausse idée reçue, c'est que c'est un frein à la circulation, alors que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. D'abord, toutes les dérogations de circulation sont accordées par les pouvoirs publics pour des véhicules à certificat d'immatriculation de collection. C'est le cas en France, mais c'est le cas partout en Europe. C'est le cas en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, c'est le cas. Donc, c'est une mesure, tout ceci vient d'une directive communautaire de 2008, et donc petit à petit, tous les pays prennent des mesures qui correspondent à l'application de cette directive. Et partout, le statut de collection, adapté à chaque pays,
eh bien, roule. Et donc, ce n'est pas du tout. Alors, au début, effectivement, il y avait ce carnet à souche, on pouvait aller que dans le département, puis les départements. Ouais, c'était contraignant, il faut le dire. C'était très contraignant, c'était dévalorisant. Ouais, alors que là, aujourd'hui, il n'y a plus aucune. Fini, ça. Il n'y a aucune contrainte pour un véhicule à certificat de collection. Depuis que le certificat depuis que les carnets à souche ont été supprimés, il n'y a jamais eu une minute de restriction de circulation pour un véhicule en carte grise de collection. Ça a été le cas pour les zones à circulation réglementée, c'est le cas aujourd'hui ce sera le cas, je l'espère, j'en suis sûr, pour les ZFE. Donc, c'est plus un sujet. C'est plus un sujet, au contraire. C'est le certificat d'immatriculation de collection qui permettra de rouler à tous ces véhicules. Alors, le dernier point, je te laisse dire, c'est vous le président, c'est pas moi. Non, pas du tout, j'écoute. Mais le dernier point que j'ai entendu, c'est c'est peut-être un piège fiscal ou un piège, on va nous taxer, Tout ce que je vois moi, c'est qu'au contraire, quand feu l'ISF existait, eh bien, les véhicules de collection n'étaient pas soumis à l'ISF. Exact. Ils n'existent plus, mais enfin quand même. Bon, aujourd'hui, il y a quelques exonérations fiscales, en particulier pour les plus de 36 chevaux, carte grise de collection. Ce qui était un cas intéressant pour ceux qui ont effectivement ce cas de figure. Plutôt que d'être un risque, c'est une niche, c'est une protection. Donc, le statut de collection est aujourd'hui une protection pour circuler et probablement une protection pour la valeur, j'en suis persuadé. Donc, c'est des fausses idées, ça. Ce sont des idées reçues qu'il faut effacer, qui sont fausses aujourd'hui, et c'est au contraire l'inverse qui est vrai. Il y a évidemment une liste de petits avantages ou de petits inconvénients. Ensuite, ça c'est pas très important, mais je pense qu'il faut le dire, il faut le rappeler. L'histoire des cartes, des plaques d'immatriculation, par exemple. Quand on est en carte grise de collection, on a le droit, et c'est le seul cas de figure, de conserver les plaques d'immatriculation noires. Bon, ça, c'est un petit plaisir qu'on a en tant que collectionneur. Ce qui est vrai, c'est que on se retrouve, par contre, avec l'obligation de passer en SIV. Bon, voilà, il y a un avantage, il y a un inconvénient. De toute manière, on passe en SIV dès qu'on change d'immatriculation, soit parce qu'on déménage, soit parce qu'on vend son véhicule. Bon, donc de toute manière, le but avoué de l'État, c'est progressivement de passer l'ensemble du parc automobile en SIV, qu'on soit collection, pas collection, youngtimer, oldtimer, véhicule. Bon, ça c'est clair. C'est pas un inconvénient spécifique aux véhicules de collection. C'est comme vous le dites, c'est un inconvénient. Enfin, c'est une décision lourde qui s'appliquera inexorablement. Par contre, on a obtenu quand même le fait de pouvoir conserver la forme de la plaque. Il n'y a pas que la couleur. Il y a la forme et la couleur. Pour certaines voitures, la forme et la couleur. Voilà. Et je pense on voit l'affiche Peugeot, les Peugeot d'avant-guerre qui avaient des plaques un peu bizarres. Si vous êtes en CIC, vous pouvez conserver la forme de la plaque et la couleur de la plaque. Certes, le numéro change. On a oublié de dire aussi un truc qui peut être important, c'est l'histoire des dates de contrôle technique. Un véhicule qui reste en carte grise normale est soumis au contrôle technique tous les 2 ans, ce qui est logique puisque c'est le cas de tous les véhicules en France. Ensuite, si on est en carte grise de collection, on bénéficie dans ce cas-là d'un contrôle technique tous les 5 ans. Bon. C'est pas forcément très important, mais il y a quand même beaucoup de collectionneurs, et on le sait très bien, et moi j'en fais d'ailleurs partie, qui, ayant plusieurs voitures de collection, ne peuvent pas évidemment avoir un kilométrage très élevé dans la globalité, et encore moins s'ils en ont plusieurs. Bon. Donc moi j'avoue que je fais partie de ceux qui sont avec nous derrière l'écran, qui parfois entre 2 contrôles techniques font pratiquement 0 km. Bon. Donc c'est vrai qu'elle est faire. C'est pas bien, parce qu'il faut qu'elle roule. Non, mais on est d'accord, je plaisante, je force un peu le trait. Et c'est vrai que moi j'ai des véhicules qui en 2 ans d'âge font quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres. Donc le fait de passer à 5 ans, c'est plutôt bien. Bon. Je rappelle là aussi, parce que beaucoup de gens l'oublient, j'ai entendu des gens qui me disent oui, mais finalement, c'est important qu'on passe les véhicules au contrôle. Le contrôle, on peut le passer de façon volontaire. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de passer un contrôle technique, même s'il n'en a pas l'obligation, il peut toujours le faire. Et un centre de contrôle technique vous dira jamais non, par définition. Oui. Et d'ailleurs, il y a une disposition que nous n'avons pas demandée à l'époque, qui nous semble légère, qui est d'exonérer les véhicules d'avant 60 de tout contrôle technique. Ce qui est le cas. Donc quand ils sont en catégorie de collection, c'est à mon avis, je pense qu'on pourrait, il faut absolument aller le faire. Oui, je suis d'accord. Ça peut être un contrôle technique volontaire. D'accord. On incite les collectionneurs à le faire. C'est un truc moi qui me semble super important parce que j'ai été moi confronté à ce cas de figure-là par le biais d'un ami qui est aussi collectionneur. C'est qu'il y a un avantage moi qui me semble important dans les cartes grises de collection, c'est le fait
que quand on a un véhicule accidenté, Ah oui. et gravement accidenté Ah oui, notamment, un assureur, et en l'occurrence l'expert qui vient voir la voiture, a le droit, comme pour un véhicule normal, de retirer la carte grise. C'est-à-dire que le véhicule peut ne plus jamais, dans certains cas, remettre les roues sur la route. Bon. L'avantage de la carte grise de collection, c'est que cette hypothèse-là n'est pas possible. C'est-à-dire que un propriétaire de véhicule de collection, donc carte grise de collection, a le droit de s'opposer à ça et dire « moi, c'est mon problème, c'est, je ne sais pas, c'est la voiture de mon grand-père, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, je ne veux pas qu'elle retire de la circulation, et je mettrai le prix qu'il faut pour la restaurer. » Ça, c'est un phénomène qui n'existe pas en carte grise normale. Bien sûr que non, mais c'est parfois pour des raisons affectives. Bien sûr. En fait, c'est surtout un patrimoine. Ouais. C'est que ces véhicules de collection représentent un patrimoine inestimable qui est 130 ans, 150 ans d'histoire industrielle française, ça fait vivre des millions. Le Français n'a pas le droit de ne pas réparer ça, de ne pas faire vivre ce patrimoine. Et c'est ce qui a conduit l'État à décider de nous permettre de pouvoir éviter que nos véhicules soient détruits en cas d'accident. C'est très important. Très important. Alors il y a un inconvénient. Ouais. Moi j'ai fait un peu évidemment la balance entre les. Il y a quelques contraintes. Il y a quelques contraintes. Il y en a une qu'il faut citer parce que les gens ne savent pas tous. C'est vrai que quand on est en carte grise de collection par exemple, on n'a théoriquement pas le droit de faire usage commercial de son véhicule. Ce qui veut dire en clair que quand on loue son véhicule pour un mariage, par exemple, théoriquement, on n'a pas le droit. Oui. Bon. Alors, on n'a pas le droit de faire une activité professionnelle régulière avec un véhicule de collection. Ça, c'est absolument intéressant. Et ça, il faut le dire aussi. Bien sûr. C'est clair. C'est tout à fait. Et ça n'enlève pas les prêts les possibilités de prêt entre amis, voilà. Mais l'activité professionnelle régulière ne peut pas être exercée en véhicule de collection. De même, le trajet domicile-travail est aujourd'hui autorisé. Mais je pense que l'utilisation régulière du véhicule tous les jours dans une activité, dans des parcours qui ne sont pas des parcours de collection, qui ne sont pas des parcours de tourisme, c'est pas l'esprit. Oui, on est d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement, alors ensuite il y a des assureurs. Et ce sont des contraintes qui sont, il faut voir, il n'y en a pas beaucoup de contraintes. Hein. Il y en a beaucoup moins qu'il y a 10-15 ans. Ah, ça, c'est clair. Il y a celle-là et il y a le fait de devoir changer d'immatriculation quand vous passez en collection. Mais de toute façon, quand vous vendez quand vous changez de domicile, pour garder la même immatriculation aujourd'hui longtemps, ça va être très très difficile, très compliqué, que vous soyez en collection ou pas. C'est clair. Moi j'entends souvent dire des gens. Je ne vois pas d'autres inconvénients que ces deux-là. Ouais. Je ne vois pas d'inconvénients, en fait, de contraintes. Quoi. Les deux contraintes, c'est pas l'utilisation professionnelle, et puis on ne peut pas garder son véhicule, son immatriculation. Okay. Moi j'entends souvent dire les gens qui sont inquiets par rapport à une notion de fichage. Oui, si on passe en carte grise de collection, on va être dans une catégorie à part, on va être fiché, etc. Tout ça, c'est le même SIV. Le SIV, c'est le SIV. Donc, de toute manière qu'on soit en carte grise de collection ou en carte grise normale, si un jour le législateur, par malheur, et ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'on est tous dans le même bain, si un jour le législateur, pour une raison X ou Y, décidait que les véhicules d'avant telle date ne puissent plus rouler du tout, je pense que malheureusement, on appuie sur un bouton et l'affaire est réglée. Donc, ça, l'informatique, il est le même pour la carte grise normale et la carte grise de collection. Donc je pense que cette espèce d'inquiétude sur ce sujet-là, voilà, c'est encore une fausse idée. Moi, il me semble pas. Bien sûr, okay. Par contre, il y a un autre avantage que vous n'avez pas cité, c'est par exemple le coût de l'assurance. Alors ça dépend des assureurs. Moi, je sais que mon assureur perso, j'ai donc des véhicules qui sont en carte grise normale ou en carte grise de collection, il m'a jamais demandé. Ah bon. Donc il y a des assureurs qui font une différence et il y a des assureurs qui s'en fichent complètement. Ouais, bon. Écoutez, peut-être vous en changez ou... En tout cas, moi, j'ai un prix sympa parce que je suis un bon conducteur. Donc, mais enfin, très généralement, parce que il y en a beaucoup qui font le distinguo, absolument beaucoup plus faible, beaucoup font le distinguo. Donc c'est un petit avantage qui compense très largement le coût de l'entrée en collection, qui est modique. Dans des vignettes critères autorisées, c'est-à-dire tous les véhicules anciens, qu'ils soient Youngtimer, notion très importante, où Youngtimer peuvent rouler partout, le soir à partir de 20h et le week-end. Ça, c'est valable pour tout le monde, qu'on soit en carte grise de collection, en carte grise normale, véhicule entre guillemets relativement récent comme les Youngtimer. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde. Ensuite, il y a effectivement, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas tout à fait ça. Alors dites-moi. C'était vrai. C'est plus le cas. C'est plus le cas.
parce que les collectivités, enfin les grandes agglomérations sont tenues en ce moment de définir des règles de ZFE. Chacune est libre de définir les règles qu'elle veut. Et donc, il n'est absolument pas certain que ces exonérations seront perdureront. Ouais, c'est au petit bonheur la chance, et en fonction de chaque élu. Chaque métropole choisit son truc. Pour l'instant, il y a 11 métropoles qui doivent, cette année, enfin c'était en fin d'année dernière, et donc ils vont terminer cette année, décider d'une ZFE. ZFE, c'est une zone qui a pour but de diminuer la pollution de l'air en oxyde d'azote et en microparticules. Donc on fait des études, on fait des mesures, etc. Et donc en fonction de la qualité de l'air ambiant, eh bien, les collectivités décident de telle ou telle restriction de circulation. En règle générale, la restriction de circulation, c'est pour des critères, enfin, c'est sur la base des critères. C'est les critères 1, 2, 3, 4, 5, c'est les camions ou pas, les bus ou pas, etc. Donc c'est chacun décide. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc pour l'instant, évidemment, nous sommes allés voir toutes les agglomérations pour leur montrer que les véhicules de collection, si elles les interdisaient, ou en tout cas si elles ne prenaient pas de dérogation pour eux, il n'y aurait aucun effet mesurable sur la qualité de l'air. Donc on risque d'empêcher tous ces véhicules de rouler, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les manifestations, les emplois, les collectionneurs, le plaisir des passants, enfin, tout ça. Et donc on a pour l'instant la satisfaction de voir que toutes celles qui ont décidé du ZFE ont prévu une dérogation pour les véhicules de collection. D'accord. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à ce jour, jamais un véhicule en carte grise de collection n'a eu de restriction de circulation. Il en reste encore 6, c'est 11 premières métropoles, et nous avons très bon espoir qu'elles prévoient également la dérogation. Donc pour circuler dans une ZFE avec un véhicule qui ne répond pas aux normes et critères, il est absolument indispensable de passer en certificat d'immatriculation de collection. Si on veut être libre, effectivement, de pouvoir rouler. Alors, pour l'instant, il y en a 11, mais demain, avec la loi Climat et Résilience, au 1er janvier 2025, il y en aura 40 de plus. D'accord. Toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront décider d'une ZFE. Ouais. Alors donc, pour l'instant, le remède, avec un véhicule ancien, c'est d'avoir une carte grise de collection. Bon, parce qu'effectivement, moi je me souviens très bien il y a quelques années du problème qu'il y avait de gens qui pensaient que c'était un problème purement parisien, entre guillemets. Malheureusement, évidemment, ça s'est étendu à toutes les grandes villes, et ça ne va pas aller en rétrécissant. Non, mais c'est le sens de l'histoire. Ça existe depuis 2008. On va se dire c'est une directive communautaire qui date de 2008, qui a été appliquée en Allemagne tout de suite, avec une dérogation pour tous les véhicules de collection allemands. Aujourd'hui, il y a 85 ZFE en Allemagne et tout ça se passe très bien. Et il y a 2 fois plus de véhicules de collection qu'en France. Et cette directive communautaire a été appliquée ici avec retard à partir de 2016-2017. Et voilà, donc nous en sommes à l'installation de ces différentes ZFE. Et il y en aura, à mon avis, enfin il n'y en aura pas à mon avis, il devra y en avoir une soixantaine dès 2024-2025. Ouais, donc ça va venir très vite. Ça va venir très vite. Ouais. J'ai vu que l'agglomération Nice venait là ces jours-ci, hier matin. Voilà, donc Christian Estrosi, ancien motard. Parce que tout le monde ne sait pas. Ça concerne évidemment les motos. Oui, bien sûr, c'est important de le dire. Christian Estrosi est un ancien champion de moto. Tout le monde ne le sait pas, c'est pas évident, mais bon. Donc il a été plutôt sensible et lui a donné son feu vert. Il y a des cas de figure un peu bizarres entre nous, parce que pour Paris par exemple, la ZFE, donc c'est l'intérieur de Paris et la première couronne, donc jusqu'à la 86. On se retrouve dans un cas de figure un peu bizarre, qui est que certains maires de la première couronne ont voté et certains maires n'ont pas voté. C'est-à-dire que c'est quand même un peu compliqué à comprendre ça. C'est la situation qui risque de se produire s'il n'y a pas de mesure nationale, comme en Allemagne, comme chez nos voisins. Mais néanmoins, Paris a décidé, l'exonération pour les véhicules à carte grise de collection, et le Grand Paris l'a voté. Et donc maintenant, il faut que chacune des communes du Grand Paris le décide. Mais le Grand Paris l'a voté, donc je pense qu'on aura vraiment dans toute la région parisienne la dérogation pour nos véhicules. Moi, dans les choses qui me semblent importantes aussi, c'est de parler des Youngtimers. Oui. Parce qu'il y a un vrai problème vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que, bon, il est évident, on sait tous que dans la collection,
on a tous généralement commencé notre collection par les véhicules de notre enfance. Donc il est logique aujourd'hui qu'un jeune qui a 25 ans s'intéresse à des véhicules qui sont trop jeunes pour être considérés comme collection. La réponse à terme pour ces véhicules-là, il y a plusieurs hypothèses. C'est des véhicules qui ne sont plus dans le schéma véhicule d'occasion. Ils sont pour certains sortis des vignettes critères, entre guillemets, autorisées. Et ils ne sont pas assez vieux pour être collection. Alors la recette, c'est quoi? C'est de louer un box et de les mettre pendant 10 ans dans un box en attendant comme un bon vin qu'il ait pris un certain... Mais c'est un peu compliqué quand même. Et c'est vrai que pour les jeunes qui ont 25 ans, et je le comprends parfaitement, c'est un peu dur à avaler, quoi. Alors nous partageons tout ça. Bien que ce ne soit pas dans les statuts de la Fédération française des véhicules d'époque, qui, comme son nom l'indique, a pour vocation de s'intéresser aux véhicules d'époque, c'est-à-dire depuis 30 ans. Mais il faut absolument penser aux jeunes. Les jeunes sont les collectionneurs de demain. Nous venons de décider d'ouvrir un département Youngtimer à la Fédération française des véhicules d'époque. Nous avons créé un groupe de travail pour préparer tout ça, avec évidemment des Youngtimers et quelques Youngtimers éminents, que je ne citerai pas. De façon à... En fait, le sujet, c'est que... Où est le projet? Il faut qu'on arrive à les aider avec nos méthodes et à définir le projet, à définir ce dont ils ont besoin exactement, essayer de définir une espèce de statut intermédiaire qui va les amener à la collection et qui va permettre à ces véhicules, il faut absolument qu'ils aient une vie avant d'entrer en collection. On ne peut pas les laisser... dans un trou noir pendant 10 ans avant qu'ils puissent bénéficier du statut de collection. Donc on est en train de réfléchir à ça, mais avec eux, c'est plus d'ailleurs leur compétence que la nôtre, puisque nous on est plutôt... Mais enfin on a décidé de nous ouvrir, et c'est l'unanimité du conseil d'administration qui a décidé ça, donc nous sommes vraiment très, très désireux de nous y mettre, c'est-à-dire de les accueillir, de réfléchir avec eux comment, que faire, comment on leur apportera nos méthodes de travail, on leur apportera nos relations, on leur apportera, mais il faut qu'ils fassent l'effort de travailler dans cette espèce de groupe de travail que nous avons créé. Parce qu'il y a pour ça. Mais on est tout à fait conscients, parce que ce sont nos collectionneurs de demain. Et puis nous sommes aussi des collectionneurs de Youngtimer, pour la plupart. Bien sûr. C'est un sujet qui ne concerne pas que les jeunes, d'abord, qui concerne certes les jeunes, mais qui concerne surtout les jeunes de véhicules. Voilà. Donc il faut y réfléchir, et nous, encore une fois, nous avons décidé de le faire. J'espère que nous aboutirons d'ici, je sais pas, il faut une année à un projet qui soit consensuel. Parce que c'est légitime, c'est vrai, pour un jeune. Il faut voir ce qui se passe à l'étranger aussi. Bien sûr. Il faut voir ce qui se passe à l'étranger. Il n'y a pas deux situations comparables. Il faut étudier tout ça. Il faut voir, vous voyez. Mais je pense que pour l'instant, ce travail n'est pas fait, et on va le faire. Il y a une question qui revient de temps en temps, effectivement, et ça, c'est le piège. C'est-à-dire que il y a évidemment un certain nombre de personnes qui se servent de véhicules parfois un peu anciens pour aller bosser tous les jours. Certains de ces véhicules ont plus de 30 ans. La question, évidemment, c'est que certains collectionneurs se disent on risque d'avoir des problèmes vis-à-vis de l'État, parce que s'il y a trop de gens qui, en fait, sont des faux collectionneurs et vont bosser tous les jours avec des vieilles voitures diesel, ou pas diesel d'ailleurs, mais qui ne sont pas des utilisations collection, mais qui sont des utilisations détourner. Comment ça peut se passer, comment ça peut se résorber, parce que ça, en fait, ça joue contre nous, quelque part. Ça joue contre nous. C'est un vrai problème aussi. Bien sûr. Alors, c'est un problème que nous ne sommes pas nous-mêmes en mesure de résoudre. C'est un problème qu'on peut quand même limiter par l'esprit collection, c'est-à-dire le développement de nos actions vers les clubs, vers les lieux d'histoire automobile, enfin tout ce que nous développons comme programme fait que quand même le véhicule de collection s'insère dans une logique de comportement, vous voyez. Moi je pense que d'abord, je suis sûr que c'est très marginal. C'est très marginal. Mais... Je pense qu'il faut également parler avec les assureurs là-dessus. C'est-à-dire que il ne faut pas jouer avec la loi, quoi. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord sur le fait de chercher à limiter au maximum ces phénomènes qui sont pour nous graves, parce que ça risque de porter atteinte au statut en général, de décrédibiliser le statut. Mais on n'en est pas là. Mais il faut vraiment éviter que ce genre de comportement se développe. Sincèrement, on ne le voit pas venir. On le voit d'ailleurs dans les statistiques de nouvelles demandes de certificats d'attestation pour les certificats d'immatriculation de collection.
c'est peu nombreux. Peu nombreux. C'est-à-dire, je veux dire, les très jeunes, les voitures d'à peine 30 ans, qui sont des VUL diesel, des choses comme ça, voilà. Et on ne demande pas d'ailleurs la dérogation dans les ZFE pour ces véhicules. D'accord. Donc, vous voyez, on essaie, en plein accord avec l'État, de prendre des petites dispositions correctives qui permettent d'éviter ce genre de débordement. Mais vous avez raison, ce serait un problème si on ne s'en occupait pas. Il faut vraiment éviter ça. C'est vrai que la plupart des véhicules de collection sont en moteur essence. Il y a évidemment une frange de véhicules qui sont en moteur diesel, même sur des véhicules aujourd'hui largement ayant dépassé 30 ans. Moi, je connais un certain propriétaire de taxi anglais qui est dans ce cas-là, parce que le taxi anglais n'ayant été produit quasiment qu'en diesel, voilà, donc ça c'est un cas de figure. Mais il n'y a pas que celui-là, il y a aussi des véhicules qui ont pu être équipés ensuite avec des équipements autres, type GPL, E85, y compris dans les véhicules de collection. C'est vrai que là-dessus, moi je pense que la FFVE a peut-être un rôle de bien rappeler un certain nombre de choses et de rassurer les gens, parce que moi je vois beaucoup dans les gens que je vois dans les salons, dans des manifestations, etc., une inquiétude. Voilà. Et donc la bonne question c'est que vous nous disiez, Jean-Louis, comment aujourd'hui la FFVE s'organise pour l'obtention d'une carte grise de collection. Est-ce qu'il y a des critères rédhibitoires? Comment ça se passe, sachant qu'il y a quand même 2 grandes familles qui demandent les cartes grises de collection, les véhicules entre guillemets normaux, connus, homologués en France à l'époque, et puis évidemment, c'est le cas aussi, des véhicules qui sont entre guillemets parfois exotiques, qui viennent de loin, qui ont pu ne pas être homologués en France, etc. Donc c'est quand même des vraies questions que les gens, et à commencer par moi, se posent. Oui, alors ça c'est vraiment le cœur de notre métier, si je puis dire, d'attestation. Donc on a resserré tout ça en accord avec l'État. Nous sommes délégataires de... de toute manière, oui, je suppose que vous faites parce que vous voulez complètement. Non, mais tout ça est décidé en concertation avec notre délégataire. Les véhicules sont... on demande des pièces de plus en plus probantes. On sent les cas douteux. Ouais. Oui, parce qu'il y a une question qui revient légitimement souvent. On sent les cas douteux, évidemment. Donc nous avons mandaté un cabinet d'avocats spécialisé, puisque tout ceci est déclaratif. Les collectionneurs qui nous demandent une attestation signent un engagement sur l'honneur. Bien sûr. Avec des risques pénaux. Ouais. S'ils ont fait des fausses déclarations. Absolument. Comme dans beaucoup de secteurs. Dans beaucoup de secteurs, bien sûr. Donc nous avons maintenant un secteur, nous avons traité avec un cabinet d'avocats spécialisé pour examiner tous les cas qui paraissent un peu douteux. Il n'y en a pas tous les jours, hein, mais il y en a, incontestablement. Et en fait, on est en train de lancer des procédures très, très fermes là-dessus. Il ne faut pas se laisser déborder par ça. En fait, ce n'est pas du tout le cas, mais je veux dire, il faut vraiment que les demandeurs sentent qu'on ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors, je vous dis, on a 77 sachants. C'est-à-dire que tous les cas un peu compliqués sont soumis à des spécialistes, de la marque, du modèle, vous voyez, donc on ne fait pas ça à la légère. De la même, nous avons une commission ici en interne avec des bénévoles, mais qui sont de très bons sachants de toutes ces questions. J'en ai croisé quelques-uns que je connaissais d'avant. Tout ça, c'est un filtre sérieux. Hein. C'est clair. Donc, certes, ça doit passer un peu, mais je ne pense pas qu'en tout cas, on a resserré tout ça et engagé maintenant des procédures judiciaires. Donc c'est pas... D'accord. Et c'est important de le savoir. On ne rigole pas avec ça. Voilà. Parce qu'il y a, évidemment, c'est comme dans tout domaine, à cause de d'un petit pourcentage de fraudeurs, l'ensemble de la collectivité subit des restrictions, alors qu'il y a un petit moment... Voilà. C'est un peu comme les vitesses sur la route. Pour nous, c'est trop grave. Trop grave. Okay. D'accord. Alors, à la FFVE, pour l'instant, ça se passe comment ? On peut aller sur Internet, on allez sur le site qui est assez bien fait, je crois. D'accord. Et tout ça est très clairement expliqué. Vous avez un dossier, il y a des pièces à apporter. En gros, c'est une attestation de datation et d'authenticité. C'est-à-dire qu'on vérifie que le véhicule, c'est le bon. Que les numéros correspondent. On a des photos, on a des pièces de certificat d'immatriculation. S'il n'y a pas de certificat pour les voitures françaises, pour les voitures d'origine française,
s'il n'y a pas de certificat d'immatriculation, ce qui arrive souvent dans les véhicules plus anciens. On trouve une vieille voiture dans une grange. Donc ce sont des attestations de propriété. Enfin, d'accord. Il faut un certificat de vente, d'achat. Quelque chose. Il faut tout ce qui prouve la propriété bien. Voilà, des photos de l'intérieur, du moteur. Alors tout ça est examiné pour l'instant sur papier. Ce sont des dossiers qui arrivent ici. Il y en a beaucoup, c'est 35 000 à peu près par an. Ah ouais. 35 000 par an, donc ça fait 150 par jour ouvrable. Hein, donc c'est une usine, enfin, c'est un atelier très besogneux qui est là et qui vérifie tous les dossiers qui souvent sont incomplets, assez souvent sont complets, les renvois, les complètes, etc. C'est un gros travail, hein, c'est très, très sérieux. Et puis l'attestation arrive aujourd'hui, il y a 4 semaines de délai pour les particuliers et on essaie de servir les professionnels plus rapidement. Aujourd'hui entre 8 et 15 jours de délai tout simplement. Voilà. Mais je sais que le dossier doit être complet puisque moi à titre personnel, je vous ai envoyé il y a quelques mois un dossier qui est retourné à la maison, m'a dit il manque ça et ça. Voilà. J'ai joué le jeu, j'ai renvoyé le dossier. C'est juste normal. Mais bon voilà, c'est vrai qu'il y a un dossier avec un certain nombre de trucs à remplir. Ça c'est une certitude. Ok. Alors, il y en a une question, puis-je faire une carte grise de collection avec un contrôle technique qui indique une contre-visite? Oui, ça c'est une vraie question. Non. Donc il faut d'abord passer la contre-visite. Il faut contrôle technique valable de moins de 6 mois. D'accord. De moins de 6 mois. Okay. Voilà. Alors si le véhicule, son contrôle technique passe en collection, enfin, c'est pas pour l'attestation, hein. C'est après à l'NTS pour l'obtention du certificat d'immatriculation de collection. D'accord. Parce que donc la NTS, on rappelle ce que c'est. Alors l'NTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés, c'est l'informatisation de tous les services des cartes grises de toutes les préfectures. Précédemment, vous alliez dans les préfectures un service de cartes grises. Aujourd'hui, il y a 7 centres en France qui sont des grands centres informatiques qui délivrent les cartes grises. Alors, n'allez plus dans les préfectures et les mairies, c'est fini. Il y a eu quelques difficultés de mise en place, tout ça progressivement, mais tout ça est en train de s'arranger. Nous avons, ça marche très bien, je suppose, pour les véhicules normaux, mais pour les véhicules de collection, c'était un peu besogneux à mettre en place. Et donc, nous avons des réunions régulières avec l'NTS de façon à progressivement ajuster leur dispositif et le nôtre à l'automatisation des procédures, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est l'organisme aussi que tous les concessionnaires, par exemple, qui ont des terminaux, qui font des immatriculations de véhicules neufs ou d'occasion. C'est pour les véhicules neufs, c'est pareil. Okay. Alors pour le contrôle technique, je vous rappelle que pour le contrôle technique de collection, c'est 5 ans. Et lorsque la voiture passe en collection, c'est-à-dire obtient un certificat, la validité du contrôle technique est automatiquement rallongée. C'est-à-dire qu'il a le contrôle technique qui passe avant le certificat d'immatriculation de collection pour 2 ans. Dès qu'il obtient le certificat d'immatriculation de collection, ça passe à 5 ans. Bon, moi, il m'est arrivé, ça c'est une anecdote, mais il m'est arrivé une fois de passer une voiture qui était en carte grise de collection. Le contrôleur n'a pas fait gaffe et il m'a fait un certificat de 2 ans. Bon, donc j'ai roulé, je l'avoue franchement, les 3 années supplémentaires avec un macaron qui était périmé. Je ne me suis pas fait arrêter, mais si ça avait été le cas, j'aurais dit monsieur l'agent, je suis désolé, c'est le monsieur qui s'est trompé, moi voilà. Bon, voilà, ça peut arriver aussi dans ce sens-là. Ok. Donc y a-t-il une date de validité pour le certificat d'attestation FFVE? Oui, donc il y a un délai. L'attestation que nous délivrons est définitive. D'accord, ok. Donc on peut faire le changement quand on veut plus tard, etc. Ok. Bon, il y a évidemment des questions, et c'est assez logique, sur les véhicules qui ont été modifiés. Donc là-dessus, je suppose qu'évidemment, les règles sont assez strictes. Non. Voilà. Le véhicule, il doit être... Si, les règles sont strictes. Ah oui, mais d'accord. Oui, le véhicule doit être dans sa configuration d'origine. Ok. Si je mets un V12 dans une 2 chevaux, vous n'allez pas me dire que ça fonctionne. Non. Il faut absolument... C'est le principe même du véhicule de collection, c'est qu'il est conservé dans sa configuration d'origine, conservé ou entretenu, restauré dans sa configuration d'origine. D'accord, donc ça c'est évidemment très important. Bon, le prix d'attestation... Pour les points essentiels. Oui, bien sûr. Ok. Et c'est valable, donc effectivement, donc il faut rappeler que la FFVE, ça concerne les véhicules roulants au sens large. Donc c'est auto, moto, engin agricole, engin militaire, en fait tout ce qui roule avec un moteur. Absolument. D'accord. Ça c'est un détail important parce que tout le monde ne sait pas et pense qu'éventuellement la FFVE c'est que les voitures. Non, pas du tout. C'est tout ce qui est roulant à moteur. C'est pas voiture, c'est véhicule. C'est véhicule, vous avez raison. Exact, la nuance est importante. Bon, il y a évidemment beaucoup de questions qui arrivent et c'est logique sur le prix de l'attestation FFVE. Pourquoi, comment, à quoi ça sert, etc. Donc ça c'est vous qui répondez parce que c'est vous le président. Moi je ne suis que... Oui. Voilà. Le prix, il a été fixé il y a longtemps par l'État. Il correspond à un service. Réaliser ce que c'est qu'analyser un dossier très complet
qu'il faut... tout n'est pas simple, hein, qu'il faut revoir, renvoyer. Nous avons ici 12 personnes qui font ça à l'année. C'est un gros travail. C'est un prix qui correspond une fois dans la vie du véhicule, quand même pas un plein d'essence. Une fois, c'est pas un contrôle technique tous les. Oui, une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois, rien que le passage de 2 ans à 5 ans du contrôle technique rembourse le coût de l'attestation. Donc vraiment, c'est. Oui, parce que mathématiquement, si vous le passez tous les 5 ans, vu le prix d'un contrôle technique, ça vaut moins cher de passer en carte grise de collection. Mais ça correspond à un vrai travail. D'accord. Et une vraie charge de travail, vraiment. Je vous le dis. Écoutez, moi je suis d'ailleurs, nous sommes bien gérés, donc ça va. Mais nous ne roulons pas sur l'or. La fédération fait des résultats très modestes, enfin tous les ans. Et puis, on finance aussi beaucoup d'actions qui sont autour de cette attestation. C'est-à-dire, vous savez, pour s'occuper de ZFE, il a fallu... je pense qu'il a fallu faire du lobbying, comme on dit. Je ne sais pas, mais en fait, voilà. Il y a beaucoup d'actions. Tous les programmes que nous menons, les lieux d'histoire automobile, les certificats de qualification professionnelle que nous avons lancés pour les carrossiers, pour les mécaniciens anciens qui n'existaient pas, tout ça c'est des charges. Non, franchement... ça c'est une aparté de ma part, mais c'est vrai que le fait de figer dans le marbre, entre guillemets, fixer dans le marbre des lieux historiques avec des plaques, comme vous le faites maintenant depuis 1 an ou 2. C'est vrai que ça c'est chouette, parce que ça permet quand même... Alors ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte à ces moments-là, vous savez, on va donc pour nos auditeurs, on détermine des lieux qui ont compté pour l'histoire automobile. Ce sont nos clubs qui nous signalent qu'ici il s'est passé ci, il s'est passé ça, des lieux de constructeurs, des courses de côte, peu importe. Et on a eu 400 propositions un peu partout en France. Ça, c'est le lieu bon de l'histoire automobile, c'est bon signe. C'est dire à quel point les Français sont attachés à leur histoire automobile. Et quand vous allez poser une plaque de lieu d'histoire, et bien vous avez là tous les élus locaux, bien sûr, donc ça nous rapproche de toute la décision politique, et puis vous avez tous les clubs et tous les badauds, pas badauds, mais des gens qui ne sont pas forcément collectionneurs, mais qui adorent le véhicule, qui adorent les voitures. Ou les voitures, ou les motos, ou les tracteurs. On a posé une plaque à Vierzon, on a posé pour les tracteurs. Donc, vous ne pouvez pas savoir l'attachement qu'on ressent à ce moment-là. Et ça, il faut le cultiver. Il faut le cultiver, parce que c'est cet attachement, c'est cette sympathie spontanée qu'on ressent qu'il faut entretenir. Donc, c'est très important pour l'ensemble de nos collectionneurs. Bon, on nous passe ces questions, vous voyez, c'est un peu comme à l'époque des SVP 1111 dans les dossiers de l'écran, vous vous souvenez, c'est un peu ça, quoi. Donc moi, ça me fait marrer, parce que j'étais tout gosse devant la télé, c'est un peu ça, on nous passe des fiches, avec les questions qui sont ressorties notamment. Alors, bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une moto de plus de 30 ans, la carte grise n'est pas en collection, je voudrais y passer. L'ancien propriétaire a changé le réservoir et la selle d'origine. Dois-je impérativement racheter ces 2 éléments pour obtenir la carte grise de collection? Non, ce n'est pas des éléments déterminants. D'accord. Ça aurait été le carburateur, oui. Ça aurait été tout ce qui est mécanique, bien évidemment, est soumis. Ok. Tout ce qui est esthétique. La selle, ça va. Bon, la selle, ça va, ça passe. Ok. Bon, alors on va pas avoir le temps, évidemment, parce qu'il y a un nombre de questions extra, ce qui est plutôt bon signe. Parce qu'on s'est retrouvés tous les deux tout seuls. Moi, j'aurais été un peu triste d'être venu pour. Très content d'être avec vous, Jean-Louis, mais c'est vrai que bon, je suis plutôt content qu'on soit nombreux. Donc, je pense qu'on peut pas évidemment répondre à toutes, même si en fait, on a répondu à beaucoup de choses. Comment ça se passe pour ceux qui ont des questions auxquelles on n'a pas pu répondre? Vous envoyez sur le site FFVE et on répondra. D'accord. On regroupera les questions, on répondra. Ok. Et le but, c'est de se faire des rendez-vous de temps en temps. Mais ça, si vous voulez bien. Moi, je vais parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets dont j'aimerais bien parler. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets qui sont importants. Il n'y a pas que la carte grise. Il faut faire savoir un certain nombre de choses. Bien sûr. Vous voyez, moi, ce que je retiens à l'issue, mine de rien, on a beaucoup papoté. Ça fait déjà un petit moment, ça fait 1 heure. Vous m'aviez dit 1 demi-heure, donc c'est bien, ça prouve qu'on a la langue bien tendue. Je pense qu'effectivement, l'histoire de l'impossibilité de classement en VI et en VGA, je pense que ça c'est hyper important. Bien sûr. La réversibilité, parce que ça c'est un truc que très peu de monde ne sait. Bien sûr. On peut avoir une carte grise de collection et si besoin refaire marche arrière. Donc ça c'est un truc qui est quand même, moi je ne le savais pas il y a encore quelques mois, ça c'est une information importante. Je voudrais que les gens retiennent 4 avantages et 4 fausses idées. D'accord? Les fausses idées, est-ce que c'est pas réversible? Oui, c'est réversible. Ah ouais. Mais ça, c'est une vraie info. Ça perd de la valeur, c'est faux. Ouais. Ça va être les véhicules vont prendre de la valeur, j'en suis persuadé. On se reverra. On en reparlera de ça, mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Okay. On ne peut pas rouler. Au contraire, c'est juste avec
certificat d'immatriculation qu'on pourra rouler. Au contraire. Dans la situation actuelle, oui. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont changé de climat. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vous rappelle qu'on est tous avec une carte d'électeur, donc ça peut servir de temps en temps. Et quatrième fausse idée, c'est peut-être un piège fiscal, etc. Les seuls, depuis le début de la carte grise de collection, nous avons été exonérés d'ISF, donc ça a duré. Et aujourd'hui, il y a quelques exonérations fiscales qui sont liées à la carte grise de collection. Au contraire, il n'y a aucune taxation de carte grise de collection, au contraire, il y a quelques exonérations. Et plus nous serons nombreux, plus ça durera. On est bien d'accord. Ça, sur cette question-là, on est tout à fait d'accord. Je voudrais inciter nos amis collectionneurs à venir vers la carte grise de collection parce que c'est notre force. En rappelant quand même, parce que le français a son caractère en général, qu'il n'y a aucune obligation. On peut parfaitement rester en carte grise normale, passer en carte grise de collection. C'est un choix totalement personnel. Alors, ensuite, je vous dis les avantages. Oui, bien sûr. Je vous rappelle les 4 avantages. Bon, il y a vous savez faire. Vous savez faire? D'accord. Non, c'est important de le dire, je pense. On peut rouler partout. Voilà. Les dérogations sont accordées aux cartes de collection. Okay. Il y a l'assurance qui, sauf pour vous. Et moi, en l'occurrence, sincèrement, mon assureur, il s'en fout complètement, il n'a pas du tout posé la question. Voilà. Le contrôle technique tous les 5 ans. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai Ça c'est vrai. Voilà. Bon. Et le fait que les voitures non réparables ne sont pas détruites mais peuvent être réparées. C'est clair. Bon, effectivement, on a le petit mémo là-bas, perte d'immatriculation d'origine en passage, ça c'est bon. Il y a deux petites il y a les plaques noires, ça c'est un petit snobisme qu'on aime bien chez les collectionneurs. Et puis, pas d'utilisation professionnelle. Voilà. Alors effectivement, il faut faire la balance entre les deux. Moi, a priori, je suis convaincu, mais ensuite, c'est chacun fait. Voilà, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est un choix libre. Chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas obligé d'être dans l'un ou dans l'autre. Bon. Merci à tous. Voilà, bonne soirée à tous. Ça va être rediffusé en replay, etc. Donc vous pouvez le revoir autant que vous voulez sur les réseaux de la FFDE et différents organismes. Donc n'hésitez pas. Et écoutez, moi je trouve que c'était plutôt sympa. Donc je suis d'accord pour revenir de temps en temps. Voilà. Bien volontiers.